Construction La Vérandrie est fier de s'associer à TVC Basse-Lièvre pour vous présenter l'informel. Chez Construction La Vérandrie, vos projets nous habitent depuis maintenant 20 ans. Pour en connaître davantage sur tous nos modèles, visitez constructionlavérandrie.com. Éric Simard est docteur en biologie et auteur de 2 ouvrages sur le vieillissement. Il est à l'origine de découvertes importantes pour agir sur le vieillissement et dirige l'entreprise Edon Technologies où sont développés des produits pour améliorer la santé. Et on roule pour un autre épisode de l'Informel. Bienvenue tout le monde. Merci à ceux qui nous écoutent via TVC Basse-Lièvre ou Ma TV Outaouais. Si vous nous écoutez sur le web, sur Spotify, sur iTunes ou encore sur notre chaîne YouTube, et j'ai oublié SoundCloud, je vous invite à vous inscrire sur nos différentes plateformes pour pouvoir nous suivre. Vous allez pouvoir écouter aussi toutes les autres entrevues de l'Informel qu'on a enregistrées jusqu'à présent. Aujourd'hui, vous l'avez vu, mon invité, je suis avec Éric Simard, qu'on entend de plus en plus parler des dernières années parce que tu es l'auteur de livres sur le vieillissement. Nécessairement, le vieillissement, ça intéresse beaucoup les gens, la santé. Hein. Donc, Éric, tu es descendu en Outaouais. Tu avais l'intention de faire d'autres médias. Il y a des projets qui brassent présentement. Qu'est-ce qui se passe? Oui, effectivement. On est sur le point d'annoncer des nouvelles émissions de télévision en santé du vieillissement avec Richard Abel qui vont prendre l'affiche à Télémag à partir du 15 octobre. Et c'est quelque chose de fort intéressant, en fait, qui est né d'un événement qu'on avait organisé à Québec, puis du fait que j'ai croisé aussi Richard Abel au cours des dernières années, qui est devenu un ami personnel même, je dirais. OK, justement, comment vous êtes rencontrés, toi et Richard? C'est un petit peu drôle, on voit quelqu'un qui est du domaine scientifique puis un artiste ensemble, fait que ça fait un duo intéressant. Hein? Oui, c'est intéressant. Puis la musique m'a toujours intéressé, mais pas... écoute, je suis pas un virtuose, j'ai joué de la musique au secondaire... Puis honnêtement, je savais pas c'était qui Richard Abel. OK. Non, du scientifique qui est un vrai scientifique. Moi, je passe mes journées à lire... écoute, je lis deux types de trucs. Là. D'un côté, des articles scientifiques de pointe dans le domaine du vieillissement, mais vraiment des trucs de pointe. Là. C'est pas des résumés, c'est de la recherche fondamentale, entre autres. Des recherches sur les populations, ce qu'on pourrait s'imaginer qu'un scientifique lit. Puis de l'autre côté, les guides de l'auto. Tu sais, c'est très, très typique peut-être des hommes, mais c'est que le guide de l'auto me permet de me sortir complètement de tout le reste. Ça a complètement aucun lien. Puis les voitures m'ont toujours passionné. Fait que au Salon du livre de Trois-Rivières, quand j'ai sorti mon premier livre, Vivre jeune plus longtemps, j'ai croisé Richard Abel. Et là, il y avait mon livre dans les mains, en fait, puis il me regardait, puis j'ai comme fait oui, tu sais. Il m'a tendu la main, il m'a dit bon, je suis Richard Abel. Là, moi, j'ai pas eu trop de réactions. Je savais pas c'était qui, honnêtement. et c'est là qu'il m'a dit, je suis un pianiste, blablabla. Mais là, il m'a parlé de mon livre. Tu sais, Richard, il était pas là pour me parler de lui. C'est que la santé humaine l'a toujours passionné. Okay. Il avait feuilleté, en fait, puis ça l'intéressait beaucoup. Fait que là, on a jasé, on a fait connaissance, puis on s'est rendu compte, en fait, qu'il habitait pas très loin de chez moi. Et suite à ça, on s'est revus... Puis on s'est revus dans différentes occasions. Je donne beaucoup de conférences grand public aussi, un peu partout au Québec. Là. J'en ai donné 26 dans la dernière année. Hein. Et Richard est venu à des conférences que j'ai données. Puis suite à la première qui a assisté, il me dit, sais-tu, la prochaine fois, si ça te tente, là, si je peux y aller, je vais y aller, puis je vais te présenter. Okay. Fait qu'il est venu, il m'a présenté, il a joué quelques pièces au piano, puis là, on était dans une résidence personnes âgées, et les gens ont capoté. Là. C'est là que je me suis rendu compte aussi à quel point il est populaire, en fait, chez ces gens-là. Il y a beaucoup de gens qui le connaissent. C'était vraiment un hasard que moi, je le connaisse pas. Mais par la suite, il a accepté mon invitation de venir il est venu avec moi pour une conférence à Québec, où là, il a joué plusieurs pièces au piano. On l'a annoncé à l'avance, en fait, qu'elle allait être là. Il m'a annoncé, j'ai donné une conférence sur la santé du vieillissement. Et ça a fait vraiment une très grande réussite. La salle était vraiment archi pleine. Là. Ça va rester longtemps gravé dans ma mémoire. Il y avait même 50-60 personnes qui étaient assises de l'autre côté de la toile de la présentation. Autrement dit, eux autres, ils n'ont rien vu. Il y avait une question. Mais c'est ça, c'était plein des gens assis dans les corridors. C'était génial. Et suite à ça, on a eu l'idée, en fait, d'en faire une émission. Et là, de fil en aiguille, on a été amené à rencontrer des gens de Télémag qui n'étaient pas pour les émissions à l'origine, mais on leur a raconté ce qu'on avait fait à Québec. Puis là, Télémag a dit « Hey, nous autres, ça nous intéresse, on va en faire une émission. » Où, en fait, on marierait la musique avec donc la science de la santé du vieillissement. Et donc, le concept est relativement simple, c'est fort intéressant. C'est que Richard joue du piano.
Il fait lui-même l'animation de départ de l'émission et il me questionne sur des facettes de santé, une facette de santé à chacune des émissions. Et une chose que j'aime beaucoup faire, parce que je trouve que c'est très utile pour les gens, c'est, puis je fais ça aussi dans tout ce que j'écris habituellement, c'est d'expliquer la biologie, la raison de la problématique de santé. Après, parler de qu'est-ce qu'on peut faire pour agir sur ces facettes-là, entre autres au niveau de la prévention, ou s'il existe des traitements, aller jusqu'au traitement. En fait, qu'est-ce qui est apporté des gens? Qu'est-ce qu'on peut changer sur ces facettes-là? Parce que j'ai toujours eu l'impression que quand les gens comprennent mieux les raisons de ce qui leur arrive, ils sont beaucoup plus motivés à essayer d'agir dessus, puis avoir confiance dans le fait que la prévention, les saines habitudes de vie peuvent avoir un impact sur la prévention, sur la santé en vieillissant. J'imagine que Richard, s'il a voulu s'associer à toi, c'est parce qu'il croyait en ce que tu faisais. Oui, tout à fait. En fait, j'ai eu beaucoup de discussions avec Richard. Il a vite compris que ce qu'on fait était très différent de tout ce qu'il avait vu auparavant, parce que malgré le fait que Richard, ça fait très, très longtemps en fait, qu'il s'intéresse à la santé humaine. Je pense que dans une des émissions, on va montrer une photo de Richard dans laquelle il est déguisé en médecin. Oui, je l'ai vu, la photo avec un masque, un tablier. C'est ça, c'est une photo qui est dans son livre, dans sa biographie. Ouais. Et oui, ça fait qu'il a toujours été un passionné de santé humaine. Ça fait que là, pour lui, c'était génial d'avoir un ami avec qui il pouvait en parler, poser des questions. En fait, c'est devenu des très belles discussions. Justement, on échange beaucoup sur les sujets de la science, de la santé, les dernières facettes, ce qui vient juste de paraître. Tu sais, des fois, j'y raconte des nouvelles études que je viens de voir. C'est beaucoup de choses qui le fascinent. Là. Ça fait que... Mais c'est vrai ce que tu dis. Je trouve que quand on comprend le mécanisme d'une problématique ou dans ce cas-ci du phénomène de vieillir même, c'est plus facile de s'y intéresser puis de comprendre puis de vouloir agir sur nos habitudes, etc. pour améliorer. Oui, ça améliore. En fait, ça motive les gens. En entrée de jeu, dans ton livre, tu disais... vous dites que vous ne voulez pas faire référence nécessairement à certains produits ou à certaines compagnies pharmaceutiques. Puis là, je vais faire un petit peu l'avocat du diable. Vous ne voulez pas faire référence à ça, mais pourtant, on t'associe rapidement à ta propre compagnie où tu as développé des produits et tout ça. Moi-même, les premières approches que j'ai eues quand on m'a approché pour parler, parce que c'est notre journaliste qui m'a parlé de toi en premier, quand j'ai commencé à regarder la documentation, tout ce que tu avais fait et tout ça, j'étais un petit peu sceptique. Je peux imaginer que souvent, parce que il y en a plein de produits qui ont été annoncés, dont les gens ont parlé, qui sont comme des cures de jouvence, avec les gens, j'imagine que souvent, ils ont dû être sceptiques au travail que tu fais. Oui, tout à fait. Écoute, et ça va de soi. Et ça va de soi. Et Dieu merci aussi, dans un certain sens, si les gens sont critiques. Je te dirais que, tu sais, deux choses, là, c'est que le domaine du vieillissement fait rêver, puis on a eu plein de pelleteurs de nuages au cours des dernières années basés sur toutes sortes de raisons, puis toutes sortes de théories. Ils ont voulu vendre la fontaine de jouvence. Ça va de soi. Et au niveau de la science, c'est que quand tu arrives dans un dogme de la science, puis il s'est passé quelque chose du point de vue scientifique en 2015 qui est fort intéressant, justement. On n'a pas tendance à penser ou à s'imaginer que dans le monde des scientifiques, il peut y avoir des dogmes qui sont établis, qui sont tellement puissants, tellement solides, que le jour où ils sont remis en question, tu vas avoir des scientifiques qui vont se battre pendant 10 puis 15 ans. Ouais, pour conserver leurs idées. Oui, mais pour essayer de démontrer que le dogme en question n'est pas vrai. Okay. Et dans le domaine du vieillissement, c'est exactement ce qui est arrivé. Et c'est vraiment étonnant. C'est que au début des années 2000, on a commencé à se rendre compte que les théories qu'on avait du vieillissement ne tenaient pas la route pour toutes sortes de raisons fort simples. Là. Et ça a pris au moins une dizaine d'années avant qu'on voit plus clair dans les mécanismes, puis avant qu'on comprenne qu'est-ce que c'est que le vieillissement, puis pourquoi l'organisme vieillit comme il vieillit, avec l'information qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est juste depuis environ 2010. Et là, entre 2010 et 2015, là, il y a eu bien plein de scientifiques qui se sont relancés la balle, qui ont publié des papiers, qui ont essayé de dire non, c'est pas vrai, c'est ci, c'est ça. Et en janvier 2015, c'est une trentaine de scientifiques qui se sont regroupés pour publier un papier dans lequel ils disaient agir sur le vieillissement humain, sommes-nous prêts? Ils ont fait par ici près, en fait, parce qu'à 30, ils se sont dit, on va affirmer qu'on est en mesure de le faire, que ça s'en vient, on va régler la question. Okay. Donc, aujourd'hui, on les fait plus brûler sur le bûcher, là. Mais le phénomène, c'est exactement ça qui s'est passé. C'est que ces gens-là, pour éviter de brûler sur le bûcher puis essayer d'arrêter les tergiversations, en fait, dans le domaine, l'ont affirmé tout en gang, tout en groupe, puis c'était à l'issue, justement, d'un grand congrès international sur le vieillissement qui avait eu lieu. Donc, les 30 scientifiques en question, c'est 30 sommités internationales sur la question.
Donc, et là, donc, on tournait une page dans le domaine du vieillissement humain, mais ce que je te dis là aujourd'hui, c'est pas enseigné dans les universités encore. OK. Fait que, aussi drôle que ça puisse paraître, puis c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire des livres, entre autres initialement, là, parce qu'il y a deux grandes raisons. C'est que d'un côté, c'est passionnant d'essayer d'expliquer qu'on a des grandes avancées en sciences qui vont pouvoir amener un impact aussi important que ça en santé humaine, mais il n'y en a pas beaucoup, là. Je vous dirais que les découvertes qu'on a actuellement dans le domaine du vieillissement sont sûrement aussi importantes que les découvertes des cellules souches. Il y a une trentaine d'années déjà. Et même quand on ne savait pas comment on les utiliserait encore. Encore aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qu'on pourrait faire avec les cellules souches. On est encore en train d'essayer de développer des approches. Le domaine du vieillissement, c'est la même chose. Ça va être aussi passionnant que ça. Et de l'autre côté, c'est que si en expliquant mieux le vieillissement humain, puis le fait, parce qu'il y a deux grandes façons d'agir sur le vieillissement humain, c'est que d'un côté, il va y avoir les nouvelles molécules qui ont ce qu'on appellerait des modulateurs du vieillissement primaire, et de l'autre côté, il y a les habitudes de vie. Les saines habitudes de vie, là, on sait exactement ce que font les populations centenaires pour vivre aussi longtemps en aussi bonne santé. On serait capable de l'apprendre à la population. Fait que dans mes livres, c'est ça que je voulais faire avant tout. C'est de dire aux gens, crier haut et fort, « Hey, savez-vous, là, vous voudriez vieillir de même, c'est possible. Là, c'est pas une question de génétique. C'est pas une question de génétique, c'est une question d'habitude de vie. On sait exactement ce qu'il faudrait faire. Voici comment. » T'en parles justement dans ton livre, là, bon, tu fais un peu le balancier de la génétique versus les habitudes de vie. Ça ressemble à quoi? Parce qu'il y a une partie que la génétique va jouer dans notre développement, dans qui on est. Mais les habitudes de vie peuvent venir contrebalancer ça. Oui. Oui, mais tu veux plus que oui dans l'explication. Bien, c'est-à-dire que à quoi je veux t'emmener, c'est qu'il y a un pourcentage. Si on le mettait en chiffres, là, ça ressemble à quoi? Habitude de vie versus la génétique? Il y en a deux, je te dirais. En fait, il y a deux grandes facettes là-dedans. C'est qu'il y a quelques facteurs génétiques qui peuvent être soit très, très positifs ou soit très, très négatifs qui, eux autres, vont impacter significativement la longévité pour les gens qui sont porteurs. Mais c'est vraiment un très, très faible pourcentage de la population. Fait que si on regarde, là, on va te donner des exemples. D'un point de vue général, là, d'un point de vue scientifique, on s'entend que la génétique aura un impact de 15 à 25 % sur la longévité humaine. Ça veut dire que le 75 à 85 % qui reste, c'est les habitudes de vie. Okay? Puis ça, je vais t'expliquer comment aussi ça prend place par rapport aux habitudes de vie. Mais avant ça, si on parle des facteurs en question, là, il y a un facteur qui augmente la longévité, il est connu. Les gens qui sont porteurs du gène FOXO3, c'est un gène qui permet une meilleure maintenance, qui augmente les mécanismes de maintenance et de réparation de l'organisme. Ces gens-là vont mieux se réparer toute leur vie. Okay. Quand on est jeune, on répare pratiquement tout. En vieillissant, les capacités s'affaissent tranquillement. Ouais, pour différentes raisons biologiques qu'on connaît mieux aujourd'hui. Mais les gens qui sont porteurs de ce gène-là ont une plus grande longévité, peu importe leur origine. Donc okay. ça, c'est une facette. Il y en a très peu de ces gens-là. De l'autre côté, tu as des facteurs négatifs comme l'ApoE4, qui, lui, va augmenter. C'est un gène qui va augmenter les risques de maladies cardiovasculaires, va augmenter les risques d'Alzheimer. Et dans le cas de l'Alzheimer, on sait en fait que tu as un porteur du gène ApoE4 va avoir 3 fois plus de chances de développer l'Alzheimer qu'un porteur des deux gènes, parce qu'on a 2 copies de chacun de nos gènes. Un qui vient de la mère, un qui vient du père. Ça fait qu'il y a des gens pas chanceux qui ont les 2 mauvaises copies. Un porteur des 2 mauvaises copies, en fait, il y a 10 fois plus de chances de développer l'Alzheimer. Et là, pour faire le lien avec les saines habitudes de vie, ce qu'il faut comprendre, qu'on s'est rendu compte aussi des gens des populations centenaires, c'est qu'habituellement, les centenaires ont exactement le même niveau de risque de maladie au niveau de leur génétique que la moyenne de la population. Ce qui fait que ces maladies-là vont s'exprimer ou non. Ce que j'explique habituellement, ce qui est important, c'est ce qui est lu et non pas ce qui est écrit. Si dans ton génome, tu as des mauvaises choses qui sont écrites, mais qui ne sont pas lues, ben bingo, regarde, tu vas passer à côté. Tu n'en as pas de problème, en fait. Là. Ils ne sont pas lus de toute façon, ce qui causerait la maladie. Je ne sais pas si tu comprends. Mais ce que tu veux dire quand ils ne sont pas lus, ça veut dire que ton système ne va pas y faire référence, dans le fond. Là. Il ne va pas piger là, si tu veux. C'est ça. C'est que dans le fond, ce qui va être lu de notre génome est lu en fonction de nos habitudes de vie. Et un bon exemple de ça, c'est l'impact de l'activité physique, en fait, sur l'oxydation. Ouais, ça, c'est intriguant. Ouais, c'est parce que... C'est complexe un peu. C'est assez simple quand on comprend. C'est que l'activité physique, techniquement, va augmenter le niveau d'oxydation systémique. Fait que nos anciennes théories du vieillissement auraient dit finalement que les gens qui font de l'activité physique vont vieillir plus vite que la normale. Oui, parce que moi, quand je finis de m'entraîner, souvent, je me sens très vieux. Là. Non, mais c'est parce que l'oxydation systémique, c'est l'équivalent pour de la biologie, en fait, de la rouille. Hein? Fait que ces gens-là vont rouiller, ils vont vieillir plus vite. Mais, hein, c'est que on a des mécanismes de défense contre l'oxydation systémique qui sont beaucoup plus puissants que ce qu'on va produire en faisant de l'activité physique.
Et en faisant de l'activité physique, on va induire le fait que nos cellules vont aller lire l'information en question. Et là, si tu le fais couramment, tu le fais relativement souvent, tes cellules vont continuer à le lire même quand tu ne fais pas d'activité physique. Et là, tu vas maintenir un niveau, finalement, de défense contre l'oxydation qui est beaucoup plus élevé que la normale. Fait que tu as une grosse partie des bénéfices de l'activité physique qui vient de là. Entre autres en partie. Mais ça donne un bon exemple, en fait, dans l'impact des saines habitudes de vie versus la génétique. Parce que ce qui est important, c'est ce qui va être lu, et non pas ce qui est écrit. Tu as des facteurs génétiques qui vont s'exprimer selon nos habitudes de vie. Tu as des facteurs génétiques qui vont être très négatifs, peu importe ce que tu fais. Mais ça, c'est vraiment très rare. Fait que c'est un très, très faible pourcentage. On parlait de l'Alzheimer, là, parce que j'ai révisé dernièrement les données. C'est des données américaines, mais bon, ces Américains ne sont pas très différents de nous. Là. Non, ça s'applique d'habitude pas mal à l'Amérique du Nord au complet. Oui, effectivement. Ben, ils ont un petit peu plus de niveau d'Alzheimer aux États-Unis. C'est probablement parce que les habitudes de vie sont encore pires que les nôtres. Mais ceci dit, c'est que tu as environ 30 % de la population qui va finir par faire de l'Alzheimer. On parle de 10 % à 65 ans, 32 % à peu près aux environs de 80 ans. C'est quand même le tiers de la population, c'est énorme. C'est même gigantesque, c'est épouvantable. Ceci dit, dans le 30 % en question, tu as 30 % du 30 %, là, autrement dit à peu près 10 % de la population qui va avoir un lien génétique. Donc, c'est soit des porteurs de la POE4 qu'on a mentionné tantôt, ou soit encore, il y a un gène qui va carrément causer la maladie, qui lui est causal. En fait, c'est pire encore. Il va augmenter la production des mauvaises protéines qui causent la maladie. Mais ça, c'est extrêmement rare. C'est 1 % des cas qui développent la maladie qui sont porteurs de ce gène-là. Fait que dans le fond, la génétique n'a pas un très gros impact. Autrement dit, si on le prend à l'envers, là, je résume, donc 1 % des gens ne peuvent pas l'éviter en tant que tel, et ça serait causal dans leur cas. T'en as 29 % qui seraient reliés à une augmentation des risques causés par certains gènes qui sont présents. Mais il y a des études qui ont monté pour ce 29 % en question, là, que selon leurs habitudes de vie, tu vas avoir une réduction de 30 % à 100 % des risques d'Alzheimer. Autrement dit, ces gens-là pourraient peut-être revenir complètement à la normale. Puis on a un bon exemple de ça là, qui est intéressant. Puis là, tu as 70 % de la population, finalement, 70 % de ceux qui vont développer de l'Alzheimer qui n'ont aucune cause génétique d'attaché à ça, là, qui n'aurait pas de lien génétique pour ceux-là. Zéro génétique, ça se développe pareil. Oui, ça se développe pareil. Fait que, puis c'est sûr que dans le cas de l'Alzheimer est compliqué. Là. On aurait une vingtaine de gènes d'impliqués. Fait que, là, les pourcentages que je te donne là, c'est surtout pour les gènes les plus importants dans lesquels on connaît mieux l'influence par rapport au développement de la maladie. Mais ceci étant dit, un facteur intéressant à garder à l'esprit, c'est un exemple que je donne souvent, c'est qu'au Japon, on avait 7 fois moins d'Alzheimer avant 1950 que les niveaux actuels. 7 fois. Et le 7 fois, il est relié aux habitudes de vie, en fait, qui ont changé chez les Japonais. Fait que fort probablement que si on adoptait les habitudes de vie qu'eux autres avaient avant 1950, là, on aurait une réduction aussi d'un facteur 7 en Amérique du Nord des niveaux d'Alzheimer. Ils vieillissent plus vieux. Je pense que c'est une des populations qui vit le plus longtemps. Oui, les Japonais sont le peuple dans le monde qui vit le plus longtemps. Puis au Japon, en tant que tel, tu as l'île d'Okinawa qui est au-dessus même de la moyenne japonaise. OK. Ouais, puis c'est fort intéressant parce que les gens du Japon savent depuis très longtemps que l'île d'Okinawa a une plus grande longévité. Et ces gens-là ont été étudiés depuis 1975. Fait que la somme d'informations qu'on a sur leurs habitudes de vie est colossale. C'est vraiment épatant. Fait que tu peux vraiment lire des trucs vraiment fascinants. Puis une des affaires que moi j'ai trouvé le plus fascinante, là, avant que tu me le demandes, c'est la question, c'est qu'ils ont tous le même genre de personnalité. Dans quel sens? Puis ils ont tous le même genre de personnalité. C'est du monde qui sont généralement extravertis, sont fondamentalement positifs. Oui, bien, ce qui revient un peu à l'étude de Harvard qui a été faite pour dire que exactement ça. C'était sur 75 ans pour déterminer que les gens qui vont vieillir le plus longtemps, c'est les gens qui sont heureux, qui sont positifs, qui ont la bonne humeur. Ils sont souvent extravertis. Moi, je suis introverti, fait que ça, je trouve ça un petit peu inquiétant. Des grandes qualités de la vie sociale. L'étude de Harvard mettait beaucoup d'emphase sur la qualité de la vie sociale. Des rapports humains. Mais c'est que les gens, en général, ne se rendent pas compte de c'est quoi être fondamentalement positif. Puis là, je vais te donner un exemple que je fais que je donne en conférence qui fait rire tout le monde, justement. C'est intéressant. C'est mon arrière-grand-mère à moi. Avant d'écrire le premier livre, j'avais jamais réalisé que mon arrière-grand-mère était comme ça. C'est en écrivant le dernier livre, puis en passant en revue, en fait, les articles sur les Japonais, que je suis tombé sur un article là, qui expliquait, entre autres, que les médecins, ils ont un terme en anglais pour ça, là, que j'oublie, là, mais c'est de l'auto-évaluation de nos conditions de santé. OK. Et il y a des articles qui portent sur justement l'auto-évaluation des conditions de santé des centenaires. Quand j'ai vu ça la première fois, je me disais, ouais, mais qu'est-ce que c'est ça? Ça sert à quoi de leur demander comment est-ce qu'ils vont, tu sais? Mais c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont toujours...
selon eux, ils vont tout le temps beaucoup mieux que ce que le médecin l'évaluerait. Fait que d'être fondamentalement positif, ça va jusque-là. C'est que ces gens-là, puis écoute, les médecins, ils restaient abasourdis de dire le monsieur, là, il va pas si bien que ça. Là. Je peux pas croire qu'il me dit ça. Tu comprends? Mm-hmm. Puis le monsieur, dans sa tête, il en est convaincu. C'est ça, d'être fondamentalement positif. Mon arrière-grand-mère, pour revenir à l'exemple, là, parce que tu vas l'aimer, celle-là, c'est que c'est mon arrière-grand-mère. T'es née en 1800. 1800 pile, là, zéro. Là, hein? Okay. Puis donc, elle a 18 ans, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. T'imagines tout ce qu'elle a vu, le toaster, le micro-ondes. Fait que moi, j'étais au primaire. Ça a l'air drôle d'être raconté comme ça. Mais j'étais au primaire, puis j'allais dîner chez mon arrière-grand-mère à l'occasion, justement, puis elle avait 86 ans à l'époque, fait qu'on est en 86. Hein? Et elle avait commencé à vivre toute seule à 78 ans, quand son mari est décédé. Ça faisait déjà 8 ans qu'elle s'occupait toute seule de sa maison. Puis quand je lui demandais comment ça allait, là, elle me répondait à peu près toujours de la même façon, avec le ton à peu près d'un général de l'armée. Là. « Ça va très bien, ça a toujours bien été, je verrais pas pourquoi que ça changerait. » Et moi, à l'époque, là, tu te mets dans la peau d'un enfant du primaire qui est chez son arrière-grand-mère qui vient lui demander comment ça va, puis tu te fais répondre une affaire de même. Je me disais, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que j'y ai dit, tu sais? Puis c'est resté dans ma tête pendant toutes ces années-là, jusqu'au temps que j'écrive mon livre, puis que j'en rends compte finalement qu'elle venait de me dire les 3 affaires qui définissent quelqu'un de fondamentalement positif. C'est quelqu'un qui a un regard positif sur le passé, il a un regard positif sur le présent, puis il est confiant de l'avenir. Ne m'en dis pas comment ça va bien. Comprends? C'est ce qui fait aussi que les centenaires qui auto-évaluent leurs conditions de santé, ils vont bien. Ben, l'inverse doit exister aussi, parce que tu as souvent, moi, il me semble qu'on voit souvent l'oncle, ma tante ou peu importe, il va arriver puis qu'il est toujours mal quelque part, toujours file pas, c'est correct, ça. Ça doit dépérir ton état de santé juste d'avoir cette attitude-là, même si dans le fond, tu es moindrement en santé. Oui, puis on parlait de génétique tantôt, ce qu'on sait en plus qui est drôle là-dessus, c'est que il y aurait 45% des cas de neurotivisme, là, les gens qui sont négatifs, là, qui seraient génétiques. Okay. Donc, il y a des gens qui auraient une tendance génétique qu'à être négatifs. Puis probablement que ça a un rôle à jouer dans l'évolution. Là. Ça doit permettre... Parce que pour que ça soit conservé, c'est parce que ça permet d'être quoi? Soit que un peu comme le stress, en fait. Là, on sait aujourd'hui que le stress est transmis aussi par épigénétique. Fait que si tes parents étaient stressés avant même ta conception, c'est possible que tu sois stressé toute ta vie sans savoir pourquoi. Ça explique des choses. Hein? Intéressant, oui. Ça pourrait expliquer bien des choses pour beaucoup de gens. Mais ça a un rôle, ça, c'est que chez les rongeurs, les rongeurs qui vont naître d'un environnement où il y a beaucoup de prédation, automatiquement, ils vont tous être très stressés et anxieux. Okay. Ça va les rendre beaucoup plus... ils vont faire beaucoup plus attention, en fait. Ça va prévenir, en fait, qu'ils pourraient se faire manger tout simplement par la prédation. Fait que c'est un caractère avantageux pour eux d'être stressés et anxieux. Chez l'humain, aujourd'hui, ça n'a plus de raison d'être. Exact. Mais ceci dit, pour te dire, oui, en fait, on sait que les gens qui sont négatifs, mais tu sais, c'est que si on prend le portrait global là, pour comprendre, les gens qui sont fondamentalement positifs, là, j'ai décrit dans le livre que tu as 4 grands facteurs associés à la longévité humaine qui sont l'alimentation, l'activité physique, qu'on parle tout le temps, la saine gestion du stress et de l'anxiété, puis dans ça, je mets le fait de bien dormir, et la qualité de la vie sociale. Mais ce qu'on sait, là, c'est que puis j'ai décrit le fait d'être fondamentalement positif, non pas comme un 5e facteur, mais comme un facteur facilitant. Parce qu'on sait que les gens qui sont fondamentalement positifs, automatiquement, ils vont avoir l'habitude d'avoir des meilleures habitudes alimentaires. Ça va être des gens qui vont être plus actifs dans leur vie quotidienne. C'est des gens qui vont avoir meilleure gestion du stress et de l'anxiété parce qu'ils n'anticiperont pas. Hein, c'est positif, c'est déjà bien, demande-moi-le pas, ça va bien. Ça va bien aller demain aussi, il va faire beau, le soleil est là. Et du côté de la vie sociale, ça va être du monde qui sont plus agréables. Tu as tendance à être négatif tout le temps, là. Voilà que tu n'auras pas beaucoup de bons amis. Nécessairement. C'est ça. Fait que le facteur facilitant, c'est comme ça qu'il s'explique, mais ça explique aussi le contraire aussi. Là. C'est que les gens qui ont tendance à être négatifs, c'est sûr que ça va nuire. Puis tu as tout ça va nuire à l'établissement des bonnes habitudes de vie, mais ça va nuire aussi à ce qu'on appelle souvent, en fait, l'effet placebo. Là. OK. L'effet placebo, c'est que tu as confiance que ce que tu fais, ce que tu prends, ce que tu entreprends va avoir un bénéfice sur ta santé. Mais est-ce que c'est détectable physiquement? Comme mettons, on parle de stress, entre autres, ou d'attitude positive. Est-ce qu'on peut voir
parce qu'on a tendance souvent à dissocier les deux, le mental et le physique, alors que c'est tout un même mécanisme, dans le fond. Là, c'est le corps humain. Est-ce que on peut le voir comme le stress? Qu'est-ce que ça fait biologiquement ou qu'est-ce que ça fait partout dans notre corps, dans nos muscles, nos os, peu importe? Puis qu'est-ce qui fait que le stress va nuire à notre santé sur le long terme? Mon Dieu. As-tu 3-4 heures qu'on en discute? Pas tout à fait 3-4, mais on a du temps. Mais oui, on le voit en fait. Pour faire très simple dans ta réponse, là, c'est que oui, il y a des hormones qui sont produites en réponse au stress, qui sont capables d'être dosées en fait en circulation sanguine. Okay. Puis notre médecin est même capable de savoir par des analyses de routine finalement que tu peux faire ce qu'on appelle en fait, mettons pour le commun des mortels, la fatigue des surrénales. Okay. Qui serait dû à un stress chronique prolongé tout le temps. Où là, en fait, tu vas venir quand même avoir de la misère à produire les hormones de réponse au stress parce que tu en produis trop tout le temps. Puis là, tu vas avoir un paquet de choses qui vont se dérégler, en fait, parce que, pour bien comprendre, là, le stress est essentiel à te permettre de combattre. C'est face à un danger. C'est soit tu vas te battre, soit tu vas fuir. Soit tu vas figer, ben là, tu vas suivre. Oui, c'est ça. Puis tu vas mobiliser une grande quantité d'énergie pour te permettre de réagir. Et si tu ne l'utilises pas, ça va tout débalancer finalement. Okay. Fait que les gens qui sont en stress chronique tout le temps, tout devient débalancé. Et là, le problème, c'est que les problèmes de sommeil, entre autres, vont augmenter la pression artérielle, vont causer des tendances dépressives, écoute, le stress, c'est épouvantable en tant que tel. Là. C'est une chose qu'il faut. On devrait apprendre très jeune qu'est-ce que c'est que le stress et l'anxiété, puis apprendre à se connaître. Parce que tout le monde en fait. La différence entre ceux qui n'ont pas de problème avec, puis ceux qui ont des problèmes avec, parce que tout le monde en fait, non, OK, on va régler ça. Il n'y a pas de monde pas stressé, ça n'existe pas. Et ceux-là qu'on gère, qu'on aurait tendance à considérer pas stressés, finalement, c'est des gens qui ont mieux appris à le gérer. Ils ont soit développé des techniques, soit c'était inné, soit c'est dans la culture de la famille, puis bon, ils faisaient déjà ça. Le contraire est vrai aussi, par exemple. C'est que si tu peux avoir grandi dans un environnement stressant, où tes parents étaient très anxieux, puis ils t'ont transféré la bonne idée de l'être. Ça, tu le poursuis après. C'est ça. Je vais devoir t'interrompre parce qu'on achète déjà un premier segment de 30 minutes pour ceux qui nous écoutent à la télé, donc à ma TV Outaouais ou TVC Basse-Lièvre. Je vous invite à vous rendre sur notre site web au www.tvc.qc.ca. Vous allez pouvoir avoir tous les liens de tous les épisodes de l'Informel ainsi que tout ce qu'on produit ici à TVC Basse-Lièvre. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. Vous allez pouvoir poursuivre l'entrevue avec nous autres via le web. Merci encore. Donc, ouais, tu disais pour le stress. Mais est-ce que tu avais conclu sur... Est-ce que ton idée était finie ou t'avais-tu rajouté quelque chose? Tu te demandais si on était quand même de savoir l'impact que ça avait. Si c'était mesurable, si c'était palpable. Il y en a beaucoup, en fait. C'est juste parce que souvent, je trouve que pour bien des gens, moi, je médite beaucoup, j'en parle souvent, puis puis j'essaie de prendre soin de ma santé mentale, dans le fond. Puis souvent, pour les gens, c'est un petit peu wouhou, c'est un petit peu où c'est abstrait, la santé mentale ou de méditer, ils ne comprennent pas nécessairement. Mais la réalité, c'est ce que j'essaie de dire, c'est que c'est tout un même mécanisme. Ton cerveau fait partie de ton corps, puis bon, il agit sur tout ton corps, fait que ça va ensemble. Oui, puis malheureusement, aujourd'hui, on a tendance à traiter les symptômes. Tout à fait. C'est que quelqu'un qui est stressé, qui est anxieux, il va mal dormir pendant la nuit, il va avoir une augmentation de sa pression artérielle, il va recevoir une pilule pour la pression artérielle. Alors là, t'es loin de la problématique. Là. C'est le stress et l'anxiété qui a causé le problème de sommeil. Aller à la source, c'est pas nécessairement ce qui est plus pratiqué, je dirais, en médecine moderne. Non, puis bon, là-dessus, on a... je te dirais que le système est malade. C'est que... il y a des gens qui pointent du doigt les médecins. Je te dirais que c'est une chose que je me refuse de faire parce que les médecins, ils font ce qu'on leur a demandé. Tout à fait. Fait que tant que comme société, on va demander aux médecins de traiter le symptôme, c'est ça qu'il va faire. Comme société, on pourrait toujours, à un moment donné, faire le choix, prendre la décision de traiter le problème, puis d'essayer de traiter le problème, puis d'essayer de faire de la prévention. Avant tout, moi, c'est ça mon objectif. J'ai décidé à un moment donné que le reste de ma carrière, je le désirais à faire de la prévention là où on peut avoir le plus gros gain. C'est dans la santé du vieillissement. Plus que dans la guérison. Écoute, c'est sûr, là, mais je peux te donner un exemple bien simple que je donne souvent. Dans mon 3e livre, j'ai intégré ce que j'appelle des statistiques de motivation. On peut réduire de 20 à 30% les risques de maladies cardiovasculaires par la médication. On peut le réduire de 84 à 91% par les saines habitudes de vie. Où c'est qu'on met nos efforts? C'est ça.
Et ce que je viens de dire là, on devrait l'expliquer, on devrait l'enseigner, on devrait l'expliquer à la population. Quand on leur donne le bocal de pilule, là, ça devrait être écrit dans le côté. Savez-vous que, un peu comme on fait avec les cigarettes. Ouais, c'est ça. Ouais. Savez-vous que tant de pourcents se traite de telle façon. Ouais. M'excuse, vas-y. Non, mais puis tu sais, je te dirais que cette importance-là à donner à des facteurs comme celui-là vont aussi avec la question initiale que tu me demandais. Tu me demandais, il doit y avoir des gens qui pensent que tu es un charlatan, ou tu vas avoir, bon, tu l'as pas dit comme ça, mais c'est ça que ça voulait dire. Là. Et puis je t'avais dit même avant l'émission que oui, effectivement, regarde, ça arrive. Puis c'est normal aussi parce qu'on s'est fait dire plein d'affaires, toutes sortes de choses au cours des dernières années. Là. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus de prévention. Honnêtement, c'est difficile. Est-ce que ça revient au dogme que tu parlais tantôt au début, ou est-ce que c'est difficile de faire changer les mentalités, de la façon de faire qui est établie depuis tant de temps? Oui, puis de prendre conscience qu'on a un contrôle sur ce qui nous arrive. On n'est pas tout embarqué d'un train là, qui va finir par nous débarquer à quelque part parce qu'on va être arrivé au bout d'un cancer. Là. C'est-à-dire, la vie, c'est pas comme ça. Là. Quelqu'un qui m'a déjà dit, moi, prenez soin de votre santé avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Ce qui me fait penser que dans la préface de ton livre, t'as un de tes collaborateurs qui dit que l'arrivée de l'Internet était un peu la même chose que lorsqu'il est arrivé l'impression. On a commencé à publier des livres, c'est-à-dire qu'on s'est donné accès à de l'information. À l'époque, c'était par les livres. Maintenant, avec l'Internet, on a accès avec beaucoup plus d'informations pour justement un peu plus s'approprier sa santé. À l'inverse, on semble voir un peu plus de tendance à vouloir censurer qu'est-ce qui se passe sur Internet dans un cas où, parce que je dirais que ce que tu proposes dans ton livre, c'est pas nécessairement traditionnel, est-ce que ça te fait peur un peu de voir des gens qui vont vouloir un petit peu s'opposer à des tendances qui sont moins de la médecine traditionnelle, si on veut? Je pense entre autres à sûrement que tu l'as vu, le pharmacien quand il est passé à Tout le monde en parle, qui est très populaire, qui lui a dit les produits naturels, ça donne à peu près rien, que la nutrition, entre autres, je sais que dans ton livre, tu vas parler, mettons, des bienfaits du thé vert ou des bleuets et des antioxydants. Lui, il dit, ça fait rien, ces affaires-là. Fait que, tu sais, vois-tu ce que je veux en venir? Ou est-ce qu'on a comme un système de pensée qui essaie de combattre l'autre plutôt que de dire, OK, on peut travailler tous ensemble, autant des deux différentes approches médicales qui peuvent faire en sorte que tout le monde va être en meilleure santé au bout du compte? Oui, t'as raison. T'as raison, puis une chose qui va te surprendre, c'est que dans un certain sens, en partie, le pharmacien a raison. OK. Il a fait ça parce qu'il y a trop n'importe quoi qui circule, puis il a raison. Quand tu regardes une partie de son discours, là, c'est juste que, oui, il va loin, puis il va loin dans des facettes où il s'y connaît pas non plus. Okay. C'est qu'il pourra pas te dire des choses... Gabin, il a parlé des petits fruits qui n'avaient aucun impact. 2 semaines après, il y avait une étude très sérieuse qui publiait le fait qu'un demi-casseau de bleuets par jour, ça baisse la pression artérielle. Puis ça, c'est à l'époque où il a passé à Tout le monde en parle. Cette année, il y a une autre étude encore qui est sortie sur les bleuets avec la pression artérielle qui montrait encore que c'était réellement significatif. Fait que, puis bon, les bleuets, pas les fraises. C'est sûr qu'il y a des petits fruits, il y a des légumes, il y a des aliments qui vont avoir des impacts sur certaines facettes de santé de façon plus importante que d'autres. Puis oui, il y a des études qui le démontrent très bien. C'est juste qu'il faut faire attention. Là, on n'est pas dans le jus de céleri. Là. Ça, c'était n'importe quoi. Fait que je pense que tu sais une mode par une couple de semaines. Ça, c'est n'importe quoi. Okay. Mais fait que c'est ça, là, c'est que d'un côté, il y a raison de détruire le jus de céleri. De l'autre côté, la question des suppléments, c'est la même chose, en fait, pour Dr Béliveau. Je suis d'accord avec. Quand Dr Béliveau, il disait, vous n'avez pas besoin de ça, là. Mais si on prend la question pour la majorité de la population en prenne pour rien. Ce que nous autres, on a voulu faire au niveau des produits de santé naturelle, c'est différent. Parce que tantôt, tu y as fait allusion, là. J'ai effectivement décidé de développer une nouvelle ligne de produits de santé naturelle beaucoup plus haut de gamme que ce qu'on trouvait en pharmacie auparavant. Parce que la solution, elle se trouve pas dans le fait de tout jeter, tout ce qu'on a. Elle se trouve dans le fait de faire des produits de plus grande qualité qui ont leur raison d'être. Fait que mon objectif à moi était de ne pas faire des produits qui servent à rien, qu'on ne devrait pas vendre parce que le monde va acheter ça pour rien. Ça, j'en ferai pas. Et donc, il va y avoir un bénéfice réel aux produits en question. Puis pour chacun des produits, on va sélectionner les meilleurs ingrédients qui ont le plus de démonstrations scientifiques. On va garantir la meilleure qualité de l'ingrédient puis la quantité nécessaire pour avoir le bénéfice santé. Et ça, c'est pas encadré par la réglementation canadienne.
Fait que la réglementation canadienne ne se rend pas jusque-là. Fait qu'on a beaucoup de nos produits dans le marché canadien qui sont sous-dosés, qui sont sous-poudrés, que c'est du sous-poudrage marketing aussi, hein, parce que, bon, les gens, aujourd'hui, il y a plein de jeunes en population qui seraient enchantés de prendre du curcuma. Tu leur demandes pourquoi, ils ne savent même pas. Ils ont lu un article quelque part, puis... Ça doit être bien bon. C'est bon sur le curcuma, c'est sûr que c'est bon. C'est vrai que c'est bon pour la santé. J'en parle dans le premier livre, il y a un chapitre au complet sur le curcuma. Mais il n'y en a pas dans mes produits. Parce que pour toutes les applications pour lesquelles j'aurais pu l'utiliser, il y avait quelque chose de plus efficace. Fait que je ne mettrais pas du curcuma pour faire du bon marketing. C'est pas ça que je fais. Je fais pas du marketing, on fait des produits les plus efficaces qui sont dans le marché. Un bon exemple. Très bon. C'est ça. Et aujourd'hui, quand tu te rends compte qu'on a des gens âgés, qu'on est en mesure... Chez les gens âgés, écoute, grosso modo, là, tu as entre 30 et 50 des gens âgés qui prennent des médicaments qu'ils ne devraient pas prendre. Oui, ça, t'en parlais aussi, de déprescription. Oui, aujourd'hui, on parle de plus en plus de déprescription à cause de cette raison-là. Soit parce qu'il y a des médicaments qui sont accumulés avec le temps qui auraient dû être arrêtés et qu'il n'y a personne qui jugeait bon d'aviser à personne qui prenait des médicaments pour rien. Ou soit carrément parce qu'il y a des usages qui ont dérivé, en fait, puis qu'il y a des gens qui prennent des médicaments pour rien ou qui pourraient causer des problèmes pour les gens vieillissants. Puis il y en a quand même pas mal là-dedans. Le cas le plus documenté, en fait, c'est les benzodiazépines, les somnifères. Il y a un guide de pratique clinique qui vient d'être publié en 2018, là, qui dit que tout gens de 65 ans et plus, on devrait déprescrire les benzodiazépines. Et entre autres, et aussi le Zopiclone, en fait, là, qui est un benzo-like qu'on va considérer habituellement, qui n'a aucun cas justifiable. Écoute, on a des gens que ça fait 10 ans qu'ils en prennent. Là. Des gens que plus longtemps que ça encore. Les benzodiazépines, c'est tout un problème. C'est pour aider au sommeil. C'est des somnifères. Bien, il y a des alternatives d'un produit de santé naturelle qui peuvent aider justement à remplacer des somnifères qui n'auront pas les effets secondaires des somnifères, qui causeront pas de dépendance ou d'accoutumance ou de risques importants pour la santé, des risques de chute si les gens se lèvent pendant la nuit. Mais en première ligne, en fait, c'est ça qu'on devrait faire. Puis une image que je donne habituellement de ça qui me vient d'un pharmacien. En plus, c'est pas moi qui l'a. Il y a un pharmacien à un moment donné qui me dit, Éric, nos produits pharmaceutiques sont trop efficaces. C'est comme tuer une mouche avec un marteau. Puis il s'appelle Jean-François. Il dit, Jean-François, de quoi tu parles? Ben, il dit, t'as une mouche à tuer, tu vas prendre la tapette à mouche. Si t'en viens pas à bout, tu prendras le marteau. Ça va marcher avec le marteau, mais tu risques de faire des trous dans les murs. Si t'en viens à bout avec la tapette à mouche, mais lui, son image est bonne parce que ce qu'on a fait au fil du temps à développer des produits pharmaceutiques, c'est des molécules qui ont des très, très gros impacts sur un récepteur donné de façon tellement efficace qu'ils vont amener un paquet d'effets secondaires parce que ça va trop se lier. Les produits de santé naturelle qui ont quand même démontré une efficacité, puis là, il faut faire attention. Ce que je dis très clairement là-dedans, c'est d'une question de qualité des produits, puis de deux, une question d'un usage aussi qui est justifiable. Fait qu'il y a plein de produits qui sont consommés pour rien. Mais bon, mettons que l'usage est justifiable, mettons que la qualité du produit est là, souvent, tu vas avoir 2 puis 3 mécanismes d'action en jeu. Puis un impact quand même beaucoup moins puissant que tu aurais avec les médicaments. Mais le fait d'avoir plusieurs mécanismes d'action en jeu fait en sorte généralement qu'ils ne viendront pas avec les mêmes types d'effets secondaires. Ça ne veut pas dire que c'est pas dangereux. Il faut faire attention. Les produits de santé naturelle, tant qu'à moi, auraient toujours dû être vendus en pharmacie avec le pharmacien. On n'aurait pas dû retrouver ça en vente libre sur Internet. Okay. Fait que moi, je déconseille à quiconque, de toute façon, d'acheter des affaires sur Internet. C'est pas surveillé en passant. Fait que tu sais pas ce qu'il y a dans la bouteille. À toutes les années, il y a des études américaines qui démontrent, en fait, qu'ils ont trouvé des médicaments dans des produits de santé naturelle. Oh. Ouais. Fait que, est-ce que c'est la même chose pour ce qui est en vente libre sur les tablettes d'un pharmacie ou c'est mieux? Ben, au Canada, on est quand même très surveillé, je dirais. Okay. Là, le risque de trouver des médicaments, des produits de santé naturelle, je pense pas qu'ils soient présents. La seule chose, par exemple, c'est que tu as des produits en vente libre dans les pharmacies. Que si l'ingrédient n'est pas standardisé, puis regarde ce que je vais dire là, en fait, là. Un ingrédient standardisé, c'est un ingrédient qu'on a évalué la quantité de molécules actives qui est présente dedans avant la formulation du produit. Au Canada, c'est pas une obligation pour tous les produits de santé naturelle, ça. Oh. Et s'il y a un produit de santé naturelle qui est en vente libre dont l'ingrédient n'est pas standardisé, c'est possible que la compagnie n'ait même pas vérifié exactement ce qui a été vendu de son fournisseur. C'est possible que ce qu'il y a dans la bouteille ne soit pas ce qui est écrit sur l'étiquette. Puis encore là, ça, à toutes les années, il y a des études qui démontrent des cas que ce qui était dans la bouteille n'était pas ce qui était écrit sur l'étiquette, puis c'est pas rien qu'une réalité au Canada, c'est partout dans le monde. Fait que pour régler cette question-là, là, chez nous, tous les ingrédients sont standardisés, sont tous à la dose pour être efficaces. On est la seule entreprise à mettre en fait des niveaux aussi élevés au niveau des standards de qualité. Pour revenir à la déprescription, moi, ce qui me fascine, c'est que non seulement, là, tu parlais des médicaments que les gens, ont personne qui a pensé leur dire, ben vous n'avez plus besoin de tel médicament et tout ça, mais il y a aussi un phénomène où est-ce que les gens
vont aller chez leur médecin puis ils vont demander d'être médicamentés pour un problème plutôt. Ils ne laisseraient même pas la chance à autre chose finalement. Ils veulent une pilule pour une solution rapide. Oui, tu as tout à fait raison. C'est que tu as tout à fait raison. Tantôt, quand je disais que moi, je me refuse de pointer le médecin pour la situation actuelle, c'est qu'il n'est pas tout seul dans l'histoire. D'un, lui, il fait ce qu'on lui a demandé. Puis de deux, tu as tout à fait raison. J'ai des médecins qui m'en parlent là, couramment du fait que s'ils n'ont pas une alternative à suggérer à la personne, ils ne sont pas capables d'arrêter le médicament. La personne n'en veut pas. Il y a des gens qui ne veulent pas. Fait que là, le système est fautif à plein d'étapes, je dirais. Là. Un autre exemple que je donne intéressant là-dedans, pour prendre connaissance de la problématique qui entoure les médicaments, c'est pas des bonbons, les médicaments. Là. Probablement que tu ne sais pas, là, mais le plus important risque, en fait, de troubles hépatiques au Canada, il est causé par la prise de Tylenol. OK. Les troubles hépatiques graves, là, les cas les plus fréquents, finalement, là, c'est la cirrhose du foie, due à l'alcool, en fait, et au problème de surpoids. Et de l'autre côté, en fait, la surdose de Tylenol. Quand tu prends trop de Tylenol, ça rend le foie malade. Les médicaments, c'est pas des bonbons, là. Et à un moment donné, je suis tombé sur une entrevue d'Isabelle Maréchal au 98.5 où elle discutait des lignes ouvertes avec une madame. Le thème de l'émission, c'était l'accessibilité aux médecins de famille. Elle parlait avec une madame au téléphone en ligne ouverte. La dame, elle a expliqué qu'elle venait de changer de médecin. Puis quand elle changeait de médecin, elle venait d'apprendre que ça faisait 10 ans qu'elle prenait un antidépresseur. Oh! À taboy, là. C'est que là, il y a plusieurs affaires qui ne marchent pas, là. C'est clair. C'est que de un, forcément, elle devait plus le prendre. Elle devait plus avoir de raison de le prendre. Mais de deux, même, cette dame-là, elle aurait dû le savoir avant. Elle aurait dû poser des questions sur les médicaments qu'elle prend. Puis qu'est-ce qu'elle fait quand elle va au comptoir de la pharmacie? C'est que là, il y a plusieurs des problèmes. Là. C'est-à-dire, c'est pas ni de la faute du pharmacien, ni du médecin, ni de la personne. Tout le monde est fautif. Là. Oui, il y a peut-être d'éducation à faire. Vous aviez, dans certains cas, des personnes âgées, mais sinon, la population en générale. Oui, la consommation de médicaments. C'est qu'on a une culture du médicament. Il y a beaucoup de gens mais c'est rendu, c'est publicisé. Là. Je veux dire, combien de personnes vont, t'écoutes la télé, là, puis là, tu pognes une annonce, demandez à votre médecin tel produit. C'est un peu problématique dans ce sens-là aussi. Là. Oui, tout à fait. Mais en fait, les annonces sur les médicaments au Canada sont quand même réglementées. Ils font pas beaucoup de promotion sur l'usage. C'est très touché. Il y a quand même des choses qui ont dépassé les bornes, là, mais généralement, en fait, là-dessus, on n'est pas si mal comme pays. Là. Je dirais qu'il y a des endroits que c'est sûr que c'est pire que ça. Quand on se compare, on se console. Oui, c'est souvent ça. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé de te lancer en santé? Écoute... Deux grandes choses. D'un côté, j'ai toujours été un passionné de la vie au sens littéraire. Là. Le monde vivant, tout ce qui est vivant, pourquoi c'est vivant, puis pourquoi ça reste vivant. Mais c'est vrai, parce que, entre autres, tu parles dans le livre des espèces animales qui vont vivre plus longtemps. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu dis que leur métabolisme se développe plus lentement. Puis que ça explique la longévité de l'animal. C'est assez particulier, là. Oui, en fait, c'est facile à comprendre en passant quand c'est facile à comprendre aujourd'hui parce qu'on a le restant de l'explication. Là. C'est que... Puis ce qui est drôle, c'est que quand je parle du restant de l'explication, là, c'est que on a mal interprété pendant 65 ans une observation qui avait été faite en 1935. Okay. Ça arrive aussi en sciences que les scientifiques se trompent. La Terre, on se rend compte 65 ans plus tard que la Terre est ronde, elle n'est pas plate. Tabarouette, on l'a fait brûler pour rien, ce gars. Mais c'est que c'est un monsieur qui s'appelle Clive McKay, en fait, qui a découvert les impacts de la restriction calorique il y a déjà très, très longtemps. Mais l'explication du vieillissement était là, en fait, fondamentalement. Là, c'est que tu prives de 30% de l'apport calorique un petit rongeur, il va vivre 50% plus longtemps. Et c'est ce qu'on appelle la restriction calorique. Mais là, il ne faut pas que tu crées de dénutrition, autrement dit, de manque nutritif, de carence nutritive quelconque. Fait que c'est quand même compliqué à mettre en place. Là. Et c'est très difficile à appliquer à l'échelle humaine. Là. Il y en a qui le font, mais c'est bien difficile. Ceci dit, la raison de ça est très simple quand on comprend les mécanismes derrière aujourd'hui. Ce que j'expliquais plus tôt dans l'émission, que entre 2000 et 2010, on s'est mis à comprendre les mécanismes derrière. En fait, puis on a fini par avoir une meilleure compréhension aujourd'hui des raisons pour lesquelles on vieillit. C'est que l'apport calorique, l'apport énergétique qui nous pousse à nous développer plus rapidement vont nous pousser aussi à vieillir plus rapidement. Les voies métaboliques qui sont responsables de la croissance et du développement
pousse l'organisme à vieillir plus tard dans notre vie, passer l'âge adulte, passer la période de reproduction. Et c'est ce qu'on appelle en fait le vieillissement quasi-programmé. En fait, c'est un phénomène quasi-programmé, c'est que c'est pas voulu. En fait, c'est un cul-de-sac de l'évolution. C'est que on n'est pas supposé de vivre aussi longtemps techniquement. Là. On est en vie pour se reproduire, rendre les enfants à ce qu'ils soient autonomes, puis après ça, on va décéder, c'est tout à fait normal. Bien, ce qui se passe, grosso modo, c'est que les voies métaboliques en question continuent à être actives, créent du dysfonctionnement dans le fonctionnement cellulaire et vont nuire à notre capacité de maintenance et de réparation. Et là, on va se mettre à laisser passer des défauts. Quand on est jeune, on répare tout. En vieillissant, on répare de moins en moins tout parce que nos capacités de maintenance et de réparation vont baisser graduellement. Et ceci dit, l'explication simple, parce que je disais que c'est facile à comprendre, ce que je viens de dire là, c'est pas si facile que ça, c'est que un jeune enfant, puis souvent les gens vont savoir ça, là, c'est que un jeune enfant, mettons un enfant de 4 ans, qu'on va priver d'un apport calorique suffisant, il va arrêter de grandir. OK. Oui. Il va arrêter de grandir parce que l'organisme va tout prendre les ressources énergétiques qui restent, puis il va toutes les détourner finalement vers les mécanismes de maintenance et de réparation pour être en mesure de passer à travers une période de jeûne. C'est exactement ça. Quand tu arrives à l'âge adulte, étant donné que passer l'âge adulte, c'est les mêmes voies métaboliques qui sont responsables du vieillissement, si tu prives l'organisme de l'apport calorique suffisant, il va détourner toutes les capacités qu'il a vers la maintenance et la réparation dans le but de passer à travers une période de jeûne. Et techniquement, il va arrêter de vieillir ou du moins, il va grandement ralentir. Fait que les organismes donc, qui font de la restriction calorique vont vivre beaucoup plus longtemps à cause de ça. C'est donc dire qu'il arrive à un certain âge qu'on mange trop? On mange trop toute notre vie. Là. Regarde, si on veut... là, ici, là, il y a plusieurs... je parlais de dogmes, en fait, de la science. Il y en a un là qui est quand même important dans le domaine de la nutrition. Là, c'est que, on devrait réajuster terriblement nos besoins nutritionnels en vieillissant. Puis passer l'âge adulte, là, le 2000 calories par jour qu'on considérerait acceptable pour un adulte, il est beaucoup trop, en fait. Techniquement, quand on regarde les données de longévité, là... il y a une étude qui a montré dernièrement que même les gens qui n'ont pas de surpoids, abaisser leur rapport calorique de 300 calories par jour t'améliore terriblement leurs conditions de santé. La raison de ça, c'est justement le fait tu as deux grands phénomènes. C'est que d'un côté, l'apport calorique pousse l'organisme à vieillir, surtout, puis là, c'est encore plus quand les calories proviennent du sucre. Tout ce qui est sucre raffiné, il faudrait éviter ça. Mais sans nécessairement perdre de vue les hydrates de carbone. Tout ce qui est sucre complexe, donc... les sucres dans les fruits. Ou encore les farines, mais des farines de grains entiers. Okay. Tous les produits de grains devraient être de grains entiers. Tout ce qui n'est pas de grains entiers est mauvais pour la santé. C'est aussi simple que ça. Okay. On devrait le considérer comme ça. Et donc, baisser, en fait, l'apport calorique va baisser la poussée de l'organisme à vieillir. Puis tout ce qui est sucre raffiné accélère encore plus le processus. Parce que d'un point de vue de l'évolution, en fait, en santé humaine, là, tous les organismes qui trouvaient une sorte de sucre avaient la possibilité d'avoir un apport calorique suffisant pour être en mesure de se reproduire. Donc, vite, développe-toi au plus vite pour être capable de te reproduire, pour être capable de faire perdurer l'espèce. Okay. Fait que le sucre est attaché finalement. Puis même notre âge de sucre, le fait qu'on trouve ça bon, c'est pas un hasard. Là. Non. Je veux dire, dans la nature, là, même un humain tout nu dehors avec même un couteau, soit on va être gentil, on lui donne un couteau. Puis bonne chance, mon gars, trouve-toi de la nourriture. La première affaire, tu vas te rendre compte, là, c'est qu'il va maigrir d'un coup sec, mais puis s'il est capable de survivre plus que 2-3 mois, là, il est chanceux en tabarouette. C'est clair. Fait que dans l'évolution humaine, finalement, là, notre capacité à trouver quelque chose qui est riche en énergie était un facteur de survie très, très important. Fait que si tu trouvais quelque chose qui goûtait sucré, mange-en, tu sais. Fait que le goût du sucre, c'est de là qu'il vient. Là. Ouais. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on en trouve partout. Effectivement. C'est ça, à tous les coins de rue. Mais... Pour rester accroché. Ouais, on y reste accroché. Dans ce que vous avez étudié, est-ce que vous avez regardé aussi, puis je ne l'ai pas vu, mais je dois avouer que je n'ai pas réussi à passer à travers tout le livre, l'environnement. Est-ce que le lieu où on vit peut avoir un impact sur notre état de santé à long terme? Une grande question, ça. Ça pose une bonne. Moi, c'est que... Oui, c'est qu'il y a plusieurs facettes à ta question. Là. C'est que... Ben, ce que j'entendais par endroit, en fait, c'est surtout l'environnement, dans le sens que quelqu'un qui va vivre en ville où il y a plus de polluants, exemple, quelqu'un qui est en campagne, ou, tu sais, je pense à
parce qu'on parle beaucoup de cancer là, quand on vieillit, puis je me souviens d'avoir vu dans un documentaire, entre autres, que Monsanto était établi dans une ville quelque part aux États-Unis, je pense en Alabama, où est-ce que ils ont déversé des produits dans les rivières, puis le village, le cancer, c'est comme normal, tu sais, tout le monde autour a un cancer, puis plus jeune, puis des enfants, etc. Tu sais. Fait que je me dis, tu sais, dans le vieillir, je peux imaginer que là où tu habites, ton environnement doit avoir un facteur. Oui, ben là, c'est parce qu'il y a des cas extrêmes. Là. C'est sûr que la pollution, c'est vraiment pas quelque chose de bien. Puis je te dirais que, tu sais, on a parlé du pharmacien tantôt. La question du bio, là. Mm-hmm. Moi, je donne un exemple qui fait beaucoup réfléchir les gens. Il y a une étude qui a paru, puis là, on remonte à... écoute, peut-être bien en 2017, non? Ça doit être en 2016-2017, quelque chose comme ça. Il y a des scientifiques qui ont évalué la capacité qu'on avait à enlever de différentes façons, de 3-4 approches différentes. Je pense que c'était plus que ça, même 5-6 approches différentes, en fait, les pesticides sur des pommes. Mm-hmm. Pour se rendre compte, dans la conclusion de l'étude, que ce qui avait été le plus efficace, c'était de les frotter avec du savon pendant 12 minutes. Ouais. C'est que là, quand je raconte ça, en fait, en conférence, là, le monde, ils se disent, oh, t'as peu, là. Tu viens-tu de dire 12 minutes? Je me dis, ouais, des 12 minutes. Il y en a-tu dans la salle? Va à la main, ceux-là qui frottent pendant 12 minutes. Mais c'est parce que là, ça... là, tu viens de prendre conscience que les pesticides sur les fruits et légumes, là, il suffit pas de les rincer à l'évier, là. Mm-hmm. Ils sont présents. C'est vrai que ça peut avoir un impact sur la santé. C'est très clair. D'un point de vue scientifique, là, c'est complètement ridicule de nier le fait que le bio a sa place éventuellement. Ce que je dis aux gens, moi, c'est pas... commencez pas à en faire, en fait, tu sais, j'en mange beaucoup des fruits. Je suis quelqu'un qui mange beaucoup de fruits et légumes, puis je vais pas manger juste du bio. Parce que de toute façon, on trouve pas juste du bio. Non. Mais je vais quand même, par exemple, faire par exprès pour acheter des trucs bio, même quand ils sont pas nécessairement... quand ils sont pas en spécial, ils sont plus chers. Je vais en acheter volontairement parce que c'est de supporter le domaine, la catégorie. Ouais. On va en avoir de plus en plus. Ça va croître, puis... On va développer des nouvelles façons de faire, des agriculteurs qui vont innover, qui vont trouver le moyen de nous produire des... Fait que, oui, je suis convaincu que ça a un impact pour répondre à ta question. Mais de l'autre côté, il y a un élément intéressant, par exemple, une autre facette au niveau des habitudes de vie qu'il faut garder à l'idée, là, c'est que on a 5 grandes populations qui ont été appelées les Blue Zones par un journaliste du National Geographic. Et c'est probablement eux, à l'époque, qui ont mis vraiment en lumière, initialement, les cultures différentes qu'on retrouvait au niveau des populations centenaires. Et le fait que ces gens-là, peu importe de où ils vivent de par le monde, ils ont toutes des cultures qui se ressemblent. Okay. Et quand tu prends... Et donc, tout le même genre de personnalité, comme on disait au début. Là. Mm-hmm. Et quand tu prends connaissance de ça, tu fais « Ah, regardons, c'est intéressant. Et là, tu vois qu'il y a une population au Japon, il y en a une au Costa Rica, il y en a une sur une île de la Grèce, il y en a une en Italie, la Sardaigne. Là, tu te dis, ouais, c'est tous des gens reculés, en fait, un peu partout dans le monde. Sauf que quand tu te rends compte qu'il y en a une en Californie, là, tu fais, oups, c'est un petit peu, là. Tu dis à Californie? Oh, oui, à Californie. La population de Californie, ce qu'ils nous ont montré, c'est que peu importe où tu habites, si tu adhères tout au même type de culture puis que tu respectes les critères, en fait, tu les mets tout en application, ça va marcher aussi. OK. Fait que oui, la place où on peut vivre peut être important. Je dirais, avant tout, ce qui est encore plus important, c'est la façon dont on vit. Et non pas la place où on vit. Ouais. Est-ce que tu dirais qu'il y a un âge où... Parce que souvent, tu vas l'entendre, quelqu'un va dire « Bof, moi, je suis rendu à tel âge, là, puis il me reste pas tant de temps, c'est pas plus grave que ça. » Est-ce qu'il y a un âge que c'est trop tard pour changer ses habitudes de vie dans le but de se garder en santé plus longtemps? Ouais, c'est sûr que ça t'étonnera pas que je te dise qu'il est jamais trop tard. Mais on a des exemples épatants, en fait. Je vais te donner un exemple vraiment épatant qui fait beaucoup réfléchir. Et dans le deuxième livre, justement, je crois qu'il y a un chapitre qui s'appelle 100 ans, puis il y a un chapitre qui s'appelle 70 ans. Et j'ai fait par exprès, en fait, pour justement montrer aux gens, puis là, j'ai donné des exemples. Qu'à 70 ans, c'est encore vert. Il n'est jamais trop tard. Et un des exemples que je donne 2 exemples, même, j'utilise beaucoup en conférence aussi, là, c'est... comment il s'appelle? Robert. On a un centenaire français qui, à toutes les années, bat des records en vélo. Là. Il va avoir 107 ans, je crois, au début du mois de novembre cette année. OK, je connais pas, je suis pas familier. Écoute, il fait encore une trentaine de kilomètres en vélo tous les jours. Fait que lui, il bat des records à toutes les années, finalement, parce qu'il y a personne avec sa capacité qui s'est rendu à l'âge qu'il a là. Le plus drôle, c'est que le gars, il a dit en entrevue à 105 ans, un journaliste français... rendu à mon âge, il faut faire attention. Il faut pas faire de conneries. Il faut pas dépasser ses limites.
Fait que là, tu te dis, ouais, mais c'est pas tout le monde qui a la même limite. Hein? Ah, ben c'est ça. Elle fait 30 km en vélo à 105 ans, c'est quand même pas si mal. Mais, puis là, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais lui, il l'a fait toute sa vie. J'ai tout à fait raison, là. Mais l'autre exemple que je donne, c'est un professeur de piano qui avait jamais fait de course à pied de sa vie. Et c'est une Sud-Africaine, en fait. C'est une madame qui est originaire de l'Angleterre, mais qui a vécu une trentaine d'années en Afrique du Sud. Okay. Et qui enseignait le piano. À 70 ans, la dame, comme ça arrive pour beaucoup de gens, qui ont diagnostiqué de l'ostéoporose. À 78 ans, 8 ans après, là, elle a commencé à faire de la course à pied. Parce que son fils est retourné rester à la maison. C'est drôle, ça fait rire tout le monde quand je raconte ça. Et elle raconte, en fait, dans ses écrits, qu'elle était tellement pas bonne à la course à pied, elle n'a jamais couru de sa vie, qu'elle n'était pas capable de se rendre au coin de la rue en courant. Elle courait 3-4 pas, elle marchait 3-4 pas, puis elle courait 3-4 pas. Ben la dame, en 2016, parce que là, j'ai pas les données récentes, là, mais en 2016, elle avait fait 65 courses à pied. Puis elle avait au-dessus de 500 médailles. Les 65 courses à pied, là, c'est 65 courses, genre des demi-marathons. Fait qu'elle, elle s'est développée une passion pour la course à pied, puis là, elle avait 86 ans. Donc, ça faisait 8 ans qu'elle faisait de la course à pied. Autrement dit, elle est partie courir avec son fils, puis elle l'a jamais arrêté. Et elle s'est développée une passion pour la course à pied. Elle trouvait ça extraordinaire. Ça l'a amené à dépasser, en fait, ses limites, ses capacités. Mais elle est un bon exemple, finalement, qu'il n'est jamais trop tard. Ça ne veut pas dire qu'on va tous devenir des marathoniens. Mais ce qu'on devrait tenir comme discours puis comme recommandation, en fait, pour les gens, entre autres en activité physique, là, c'est qu'à la minute où tu as une augmentation de la fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire, ça a déjà un bienfait. Fait que ça n'a pas besoin d'être des marathons, tu peux juste aller marcher, finalement. C'est ça. Puis un exemple que je donne souvent dans ça aussi qui est intéressant, dans le fait d'être actif, là, parce que les gens, quand tu leur expliques qu'il faudrait qu'ils feraient 2h30 par semaine d'activité légère à modérée ou 1h15 d'activité intense, ils vont rien faire au bout de la ligne. Quand tu leur expliques, par exemple, que le fait de planter des fleurs a démontré d'une étude une augmentation de la longévité chez les gens qui plantent des fleurs. Là, ils disent « Ah ouais, regardons ça. » Ben oui. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils sortent, ils vont dehors, ils vont les acheter, les fleurs, ils les mettent dans la terre, ils entretiennent le parterre, ça les a gardés actifs. Fait qu'à toutes les années, on a des études de même qui ont de l'air un peu farfelues, qui démontrent un impact sur la longévité d'un facteur complètement, tu sais, planter des fleurs. J'en plante en passant. Tu viens de dire quelque chose, puis ça me fait penser que j'aurais dû te demander tantôt. Comment est-ce que tu distingues, parce que tu parles d'études farfelues, comment tu fais pour distinguer une bonne étude d'une mauvaise, ou les gens là, qui veulent avoir de l'information, comment est-ce qu'ils font pour distinguer la bonne information de la mauvaise information? Eh mon Dieu, c'est terriblement compliqué. Honnêtement, t'es mieux de te fier. Il y a une question. Le grand facteur, c'est la source, au bout de la ligne, pour la majorité des gens. Parce que pour un scientifique, nous autres, on va regarder un paquet de critères que si je me mets à te les expliquer, là, de toute façon, les gens, ils vont pas mettre ça en application. Ouais. C'est trop compliqué. Mais il y a une chose qu'on a perdu de vue, puis j'ai essayé de l'expliquer dans le premier livre, c'est qu'on devrait, au niveau de la qualité de l'information, on a toujours une question à considérer sur le risque-bénéfice aussi. Okay. Puis là, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Il y a une étude australienne qui est une étude de très faible qualité qui a montré qu'une amélioration de l'alimentation semblait réduire en fait les risques de dépression ou de troubles cognitifs chez des jeunes adultes. C'était soit des adolescents ou des jeunes adultes. Là. Okay. Ben, c'est-tu complètement vrai? C'est-tu suffisamment démontré? C'est-tu... Peu importe, non? On est en train de parler du fait que la saine alimentation réduirait les risques de. Fait que le risque de la saine alimentation, il est absent. Le bénéfice peut être important, on devrait en parler. Fait que dans la considération du risque-bénéfice, pour la qualité de l'étude, en fait, ça prend tout son sens. Puis l'exemple tout à l'heure des bleuets en est un autre aussi. Là, c'est qu'il n'y a pas de risque associé à manger des bleuets. Si le bénéfice peut être éventuellement de baisser la pression artérielle, mais qu'on n'a pas une étude clinique de 4000 patients comme on fait dans le domaine pharmaceutique, tu n'en as pas besoin de l'étude de 4000 patients. Là. Si tu veux l'essayer, essaye-les. Tu testeras ta pression artérielle. Tu n'as pas de risque à manger des bleuets. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que l'avenir est prometteuse pour justement avoir des études qui sont plus intéressantes ou plus où on va tirer des meilleures conclusions au niveau de la prévention de la santé? Parce que la prévention, c'est-à-dire la prévention de la maladie, je veux dire, puis l'amélioration de la santé, parce que en prévention, tu sais, c'est pas très lucratif. Ah, mais on fait des pas gigantesques à l'heure actuelle, soit dû à des interventions du gouvernement pour des facettes de santé
qui sont tellement importantes en santé humaine ou qui sont un poids monétaire tellement important, puis je vais te donner un exemple, que le gouvernement peut prendre la décision d'investir pour aller faire une démonstration. Puis je vais te donner un exemple de ça. Ou encore, d'un autre côté, tu as des pays qui vont mener des très grandes études qu'on appelle des études épidémiologiques, qui là vont permettre de déterminer des choses qu'on n'aurait jamais imaginées ou qu'on n'aurait pas pensé, puis que souvent même, on n'a même pas de toute façon la raison derrière. On ne comprend pas toujours la biologie derrière. Je vais te donner un exemple, les noix. Manger des noix tous les jours réduirait de 20 à 25 % les risques de mortalité, tout type de mortalité confondu, passé 65 ans. Fait que les mangeurs de noix ont moins de chances de mourir, peu importe de quoi est-ce qu'ils vont mourir. C'est quand même fort épatant. On n'a aucune idée pourquoi. On serait capable d'émettre plein d'hypothèses, mais peu importe, c'est pas ça qui est important ici. De l'autre côté, l'exemple du gouvernement américain sur les études ARES 1 et ARES 2, je pense que j'en parle dans le chapitre sur la lutéine, c'est que le coût des cataractes de dégénérescence maculaire aux États-Unis est tellement important au niveau de la population américaine que le gouvernement américain a décidé d'investir lui-même dans des études cliniques parce qu'il y avait confiance avec des suppléments d'être capable de réduire soit la progression de la maladie ou l'incidence dans la population, puis que l'impact c'est tellement important au niveau de l'économie américaine que ça valait la peine que le gouvernement investisse pour le financer. Okay. Ils l'ont fait dans les études justement pour les cataractes de dégénérescence nerveuse. Ça a donné lieu à la commercialisation justement des suppléments basés sur les études ARES, en fait, qui contiennent de la lutéine, de la zéaxanthine. C'est le pigment jaune qu'on va trouver entre autres dans le jaune d'œuf ou le maïs. Okay. Mais ceci dit, ça, c'est un très bon exemple. Là. C'est que là, tu as une démonstration très claire. Là. C'est 2 études de genre 3500, 4000 patients. Là. C'est énorme, en fait, qui démontrent justement une réduction des risques de cataracte, de dégénérescence maculaire, puis une réduction, en fait, du développement de la maladie. Fait que je te dirais que oui, au cours des prochaines années, on va voir des études de ce genre-là, entre autres à cause du vieillissement de la population, les facettes qui pourraient être prévenues. Comme je jasais avec quelqu'un dernièrement qui me disait que le gouvernement américain est en train de préparer des études sur la prostate. Parce qu'il y a des produits dans la prostate, il y a des suppléments qui pourraient être utilisés pour la prostate. On ne parlera pas de ce qui sort de la prostate. Mais il y a des suppléments qui pourraient être utilisés pour l'inflammation de la prostate. Je pourrais te conter une anecdote tantôt si tu veux. Mais quelque chose que j'ai dit en conférence, j'aurais pas dû dire. Ceci dit, il y a des suppléments dans le cas de la prostate qui vont permettre de réduire justement l'inflammation de la prostate de façon significative. Puis il y a des grandes données quand même qui portent à croire que ça vaudrait la peine de faire une grosse étude comme ils ont fait pour les études pour la vision, pour justement réduire l'incidence des problématiques de prostate en vieillissant chez l'homme. Parce que, écoute, à 80 ans, c'est 80% des hommes qui ont des problèmes d'inflammation de la prostate. Ah oui, à ce point-là? Ouais. Fait que malheureusement, je peux pas. Ça va arriver un jour. Ouais. Une chose que je trouve qui devrait motiver justement à investir d'autant plus dans les études de ce genre-là, on dit de la génération de mes enfants, donc que ce serait la première génération dont leur espérance de vie est moindre que leurs parents. Je ne sais pas si tu avais entendu ça. Là. Oui, c'est qu'ils ont vu une petite baisse, en fait, de l'espérance de vie aux États-Unis dû au problème d'habitude de vie. C'est sûr que ça va prendre une grosse correction aux États-Unis pour essayer de renverser la vapeur, là, parce que des diabétiques de type 2 à 25-30 ans, il y en avait à peu près pas avant. Il y en a maintenant dû au phénomène de l'obésité, tu sais. Fait que, puis là, est-ce qu'à un moment donné, en fait, il va y avoir une décision politique suffisamment forte pour essayer de faire changer ça au lieu des bourrées de pelules, en fait, puis de traiter le diabète, d'essayer de lui faire perdre du poids, puis d'essayer de... peut-être qu'à un moment donné, collectivement, on va avoir une vision différente de ce que devrait être la vie et la santé. Puis peut-être que ça peut finir par faire changer les choses. Mais je te dirais que la réflexion, tant qu'à ça, devrait venir du vieillissement de la population. On vient de traverser pour une première fois dans l'histoire, en fait, on a plus de gens de 65 ans et plus que de gens de 14 ans et moins actuellement au Canada. Fait qu'on est une des populations, ce que j'expliquais souvent aux gens, là, les données de 2010, je n'ai pas 2019, mais les données de 2010 nous montraient qu'en 2050, on allait avoir, entre 2030 et 2050, là, on allait doubler la quantité de gens qui avaient 65 ans et plus au Canada. Doubler. On va passer de 14 à 28 % de la population. Oui, mais c'est que là, ça amène beaucoup de considérations là, dans l'adaptation de tous les services, mais dans tous les services de santé. Là. Moi, je me rappelle, quand je suis rentré au doctorat, il y a de ça quand même très longtemps, il disait qu'en 2010, on serait plus capable de supporter le système de santé dans sa forme actuelle, à l'époque.
On était en 2000 à l'époque environ. Là. Donc, dans 10 ans, on sera plus capable de supporter le système de santé. Là, ça fait 10 ans qu'on a dépassé ça. Mais honnêtement, entre moi et toi, d'après moi, on n'est pas capable de le supporter. C'est ce que j'allais dire. Oui. D'après moi, la solution est avant tout dans la prévention. Il faut garder le monde en santé plus longtemps. Il faut arrêter de se dire on va développer des façons de les traiter. Puis là, on attend, plus on s'éloigne de la capacité de le faire. Parce qu'on manque toujours d'argent pour essayer de les traiter. Ça fait qu'on n'a pas d'argent fait de la prévention. C'est un engrenage qui ne marche pas. Là. Ouais, à un moment donné, ça, c'est une décision politique. C'est qu'il faut en faire une culture. Il faudrait, dans notre culture, développer. Puis quand on parlait des Japonais plus tôt, on m'a donné un élément des Japonais qui est fort intéressant attaché à leur culture. Culturellement, les Japonais avaient comme considération que ce qu'ils mangent va les garder en santé. Si on avait, nous autres, la mentalité que ce qu'on mange va nous garder en santé, il y a bien des affaires qu'on ne mangerait pas. C'est ça. On ne toucherait pas. Non, c'est clair. C'est ça. Ouais, je pense que ça va être quelque chose on va l'espérer au cours des prochaines années, va avoir un mind shift, si tu veux, excusez l'anglicisme. Je ne vais pas te retenir plus longtemps. Je sais que tu as d'autres obligations familiales pour le reste de la journée. Merci d'être venu nous voir. Peut-être juste rappeler rapidement là, quand est-ce que ton émission va jouer. Où est-ce que c'est disponible? Vivre jeune en musique et en santé va diffuser à partir du 15 octobre sur les ondes de Télémag. Et quelques jours après, donc à partir normalement du 18 octobre, on devrait les avoir en ligne sur mon site internet personnel qui est esimard.com. Excellent. Merci beaucoup, Éric, de nous voir. C'est un grand plaisir, Jean-François. Merci à toi. Merci d'avoir été à l'écoute pour un autre épisode de l'Informel. Je vous invite à vous rendre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos entrevues.